sans aucune exagération, je pense que Andor est devenu aujourd'hui la meilleure œuvre Star Wars. Andor, saison 2, épisode 7, 8 et 9. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo critique hebdomadaire, je vais spoiler l'intégralité des 3 épisodes. Donc si vous n'avez pas vu Andor, épisode 7, 8 et 9, partez car je vais spoiler dans 3, 2, 1... C'est parti. J'ai beaucoup aimé l'idée de commencer avec Yavin, cet épisode-là, parce que Yavin, c'est quelque chose qui nous rapproche vraiment de l'épisode 4, que ce soit par nostalgie ou juste d'un point de vue chronologique dans la saga. Yavin, c'est la résistance, la rébellion, toutes ces choses-là, et c'est cool de voir ces super effets spéciaux, le nombre de figurants, les super décors, on est vraiment dedans, et il y a un côté vraiment réconfortant, presque nostalgique par rapport à Yavin, tout en étant évidemment bien plus qu'utile au scénario. Mais moi, j'étais assez surpris quand même de voir Cassian et sa copine Bix un peu isolés, certes, dans une forêt, mais ils ont l'air heureux. Ils sont quand même encore dans la résistance, mais ils veulent, en tout cas Cassian, veut un peu la quitter. Ils ne sont pas forcément libres ici, mais ils restent, on va dire, dans la communauté de cette résistance. Ils se font des amis qu'on a vus dans les précédents épisodes, et c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer comment le temps passe. Tu vois, en un an, parce qu'il y a encore une fois une ellipse d'un an, on voit les relations se développer, changer, les personnages aussi évoluent au fur et à mesure, tout en étant cohérents avec le début de la série de manière générale et le début de la saison. Et il y a un truc qui est fort ici, c'est que cet homme-là, au fait, il est venu recruter Cassian pour une mission hyper dangereuse, donc aller sur Gorman et faire un assassinat, tuer donc Dedra, qui est apparemment celle qui gère la planète, afin de potentiellement sauver la planète. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un enjeu à la fois professionnel, disons, de cet homme-là qui veut tuer cette femme, et en même temps de vengeance personnelle, qui est assez intéressant parce que ça qui va être fascinant par rapport à la résistance et tous les personnages de cette série, c'est qu'ils mélangent parfois leurs émotions à la chose rationnelle à faire pour sauver la rébellion et détruire l'Empire, et c'est ça qui va être fort d'après moi. Et on comprend tout le dialogue qu'il y a entre eux, il y a un débat entre les trois. Évidemment, Cassian est toujours en colère par rapport à Luthen, parce que Luthen fait avancer les choses. Qu'ils aiment ou pas Luthen, c'est un mec radical, extrémiste, problématique, qui est prêt à sacrifier tout le monde pour la résistance, mais il fait avancer les choses. Et ça, c'est un vrai conflit moral dans l'œuvre, et c'est pour ça que Luthen est l'un des meilleurs personnages, parce que tous les gens qui gravitent autour de Luthen, je trouve qu'ils sont vraiment brillants, mais le fait qu'il soit aussi efficace, qu'il fasse aussi bien marcher la révolution, c'est problématique aussi, parce que le mec n'est pas une bonne personne, en réalité. Il est extrêmement extrémiste, en fait, c'est ça le truc qui est important, et tu te demandes vraiment quelle est la limite. À quel moment tu joues comme l'Empire, entre guillemets. Donc c'est ça qui est fascinant avec Luthen. D'ailleurs, Cassian le dit lui-même, c'est plus simple d'être son ennemi que son allié. Parce que tu sais pas vraiment si t'es son allié, s'il t'utilise, s'il a des émotions. C'est un peu une machine, t'as l'impression, Luthen, à un certain moment. Et tu sens vraiment la division au sein de la rébellion. Et c'est une grande thématique de l'œuvre de manière générale. C'est que les antifascistes, ici, sont souvent divisés. On le voit constamment et je trouve ça fascinant. Et j'aime bien l'idée d'avoir cette séquence avec la Force Healer, Cassian qui pense que c'est une arnaque, que ça n'existe pas. Ça montre deux choses intéressantes. Premièrement, à quel point rapidement la Force et les Jedi ont été effacés. Je veux dire, il y a quoi? Il y a 17 ans à ce stade entre la revanche des Sith et cet épisode-là. En 17 ans, l'Empire a fait un travail de complètement effacer la religion précédente, parce que c'était une religion très sectaire, disons les choses, les Jedi, pour qu'il n'ait pas cet espoir-là. Parce que la Force était souvent liée à l'espoir, et il ne faut pas qu'il y ait des gens qui puissent être des Jedi, des choses comme ça. Donc ils ont complètement effacé ça, c'est intéressant, et du coup il y a une sorte de mysticisme qui se crée, donc une nouvelle utilisation potentielle de la Force. On ne sait pas si elle a vraiment la Force, cette femme-là, mais il y a une sorte de, voilà, de secte, religion qui commence à se former par rapport aux textes anciens qui n'ont peut-être pas été tous détruits ou des choses comme ça. Donc c'est fascinant, je trouve ça, et surtout qu'en fait, la Force a toujours été une question de foi en la personne qui l'utilise. Et là, c'est vrai que Cassian, on lui parle, on lui dit que c'est quelqu'un qui a une foi en lui et en ce qu'il fait en réalité. Cassian, il ne veut pas être dans la rébellion, mais il y croit. Qu'il veuille ou pas, il y croit. C'est ça qui l'énerve aussi, Cassian. D'ailleurs, Bix le dit réellement, il est énervé parce qu'il a senti un truc. Il a senti, peut-être pas forcément la Force en soi, mais sa responsabilité. Il a senti qui il est réellement, et le but de cet arc-là, c'est de motiver Cassian à être un leader. C'est pas pour rien qu'après on a une sorte de musique militaire avant son départ, donc il décide d'aller à Gorman alors que c'est extrêmement risqué, mais il veut le faire, parce que voilà, c'est sa mission. On le prépare à être un leader, et il y a un côté hyper autoritaire, parce qu'il parle à un mec qui lui dit qu'il peut pas décoller, tu peux pas partir, et il dit « Come and go, the day is near ». Grosso modo, tu peux pas plus partir
quand tu veux, comme tu veux, c'est bientôt la fin. Et ça, c'est un parallèle intéressant parce que d'un côté, tu dis, ok, ils pensent à l'Empire, parce que l'Empire, bah, il va te bloquer, tu pourras plus aller où tu veux, parce que c'est eux qui décident, vu que c'est un gouvernement autoritaire, fasciste, ils vont contrôler les êtres humains. Mais d'un autre côté, c'est aussi la rébellion qui est en train de devenir un peu plus autoritaire. Si tu veux gagner, il faudra mettre des règles vachement compliquées, précises et peut-être anti-liberté. Donc, il y a un truc qui est intéressant avec le parallèle entre la rébellion et l'Empire, qui en théorie pourrait devenir problématique. Pourquoi est-ce que la rébellion mettrait en place des choses autoritaires alors que c'est tout l'inverse? Est-ce que c'est OK de faire des choses autoritaires pour gagner contre l'Empire? Voilà, l'idée, c'est de ne pas devenir un fasciste pendant que tu affrontes les fascistes. Donc ça, je trouve que c'était un petit truc, peut-être je fais de la suranalyse sur ce point-là, mais que j'ai beaucoup aimé. Et de l'autre côté, du coup, à Gorman, je ne sais pas comment on dit en français, hein, Gorman ou Gorman, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est fascinant, c'est qu'on a appris qu'il y a eu plein d'attaques terroristes. Des attaques terroristes, de notre point de vue, c'est la résistance. Du coup, est-ce que c'est vraiment des terroristes? En tout cas, il y a une vraie manipulation des médias où ils disent que ce sont les terroristes, il y a eu plein de blessés, l'Empire, ces choses-là, il y a un couvre-feu, encore une fois, un truc très autoritaire, et on sait que l'Empire prépare l'attaque de Gorman, et ça qui est fort, c'est que ce mec-là dit deux choses intéressantes. Il veut que les résistants aient des armes. Pourquoi? Parce qu'en vrai, il cherche une excuse. Il cherche une excuse qui soit vue bien politiquement, médiatiquement. Si les résistants commencent à faire des attaques terroristes de plus en plus, tu peux envahir Gorman. Malheureusement, ça se rapproche beaucoup de la réalité historique, la réalité actuelle. Si ton ennemi a des armes, commet des actes terroristes que eux considèrent comme de la rébellion, résistance, tu as une excuse médiatique pour les envahir, pour les tuer, sans vrai problème. Parce qu'en vrai, l'Empire a peur de la rébellion, a peur de la résistance. Et ils doivent gérer justement cette résistance d'un point de vue galactique. Si de plus en plus de gens se disent « Ok, eux sont dangereux », bah, ils vont avoir des problèmes. On le voit, hein, l'Empire n'ont pas assez de soldats, ils ont des soldats amateurs, ils ne sont pas une puissance infinie à ce stade. C'est pour ça qu'ils construisent l'étoile de la mort, parce que s'ils ont l'étoile de la mort, la fameuse Death Star, là, plus aucune planète pourra être dans la résistance. Mais là, ils l'ont pas pour l'instant. C'est ça. Donc ils doivent faire attention par rapport à ce qui se passe. D'ailleurs, il dit un truc assez glaçant. Il dit « Bad luck, Gorman ». Voilà, c'est tombé sur Gorman, c'est comme ça. Mais c'est nécessaire de détruire Gorman pour avoir du coup cette fameuse étoile noire. Et j'ai adoré à quel point c'est glaçant, flippant et proche de la réalité, malheureusement. Hein. On peut dresser tellement de parallèles historiques, vraiment, que ce soit de maintenant à la Seconde Guerre mondiale ou même avant, à littéralement aujourd'hui, dans certains endroits du monde. Hein. Je ne vais pas en parler, hein, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Donc, il y a plein de choses par rapport à ça. Et aussi, quand même, ce couple qui est remis au centre de l'intrigue, je trouve. Et c'est la première fois qu'on les voit s'embrasser cette saison. Je ne sais plus si c'était le cas dans la précédente saison, mais ils veulent déserter, t'as l'impression. Tu vois, ils commencent à se dire, ok, on finit Gorman, on arrête, on quitte l'Empire, on a fait notre taf. Pour eux, c'est un travail. Ils sont complètement déconnectés de la réalité émotionnelle, des morts, des dégâts qu'ils font à la communauté. Eux, c'est un travail. D'ailleurs, elle lui dit un truc. Toi, tes promotions, tu les as eues, hein, t'as bien kiffé. Elle dit ça dans l'épisode d'après. Mais en tout cas, le fait de l'embrasser, c'est clairement de la manipulation affective, parce que c'est ce qu'il a besoin. Et elle a compris. Hein. Lui, il a besoin de cette affection de la part des hommes, mais surtout des femmes. On l'a vu avec sa mère et tout. Et là, tu sens qu'il va craquer. Là, tu sens qu'il y a un truc, ça va plus, et il va sûrement craquer. Et je trouve ça assez intéressant, ce premier baiser qu'on voit à l'écran, parce qu'on les a pas vus être un vrai couple en théorie. Là, on le voit enfin, et c'est pas vrai. C'est de la manipulation. Et j'ai trouvé ça assez fort. Tu vois, ils vont vivre leur vie tranquillement. On va détruire Gorman, on va vivre notre vie coruscante, on va être heureux. C'est glaçant, ils sont complètement déconnectés. Je veux dire, c'est la zone d'intérêt, le truc, presque. Et il y a des trucs que j'aime beaucoup, c'est que là, il doute. On voit que le baiser ne marche pas sur lui. Et il y a cette petite scène, avec du coup une résistante, où la résistante est déçue, clairement, de cet homme-là qui continue de bosser pour l'Empire après tout ce qu'il a vu ces dernières années sur la planète. Et il y a un petit truc, je trouve. Tu vois, il y a un truc où peut-être il a choisi, entre guillemets, la mauvaise femme, mais surtout la mauvaise cause. Et il commence à être de plus en plus brisé, et on le voit dans cet arc de ces épisodes-là, et j'ai beaucoup aimé ces petits moments où tu dis, en fait, ce mec-là, en réalité, s'il était né au niveau de la résistance et pas au niveau de l'Empire, il aurait peut-être été un résistant. T'as l'impression qu'en fait, c'est pas que sa faute, alors c'est pas pour l'excuser des choses comme ça, mais t'as l'impression qu'il est victime du monde dans lequel il a grandi et vécu, et qu'en fait, il aurait pu être l'un ou l'autre. Et je trouve ça assez intéressant, fascinant, comme évidemment toutes les nouvelles recrues qui sont des jeunes, voilà, ils le disent, hein, c'est même pas des adultes en théorie, qui seront juste envoyés à la casse pour se faire massacrer, tuer par l'Empire en soi, parce que c'est dans l'épisode d'après. J'aime bien, parce qu'on montre encore une fois que l'Empire, en fait, c'est pas des gens toujours qualifiés, on montre qu'ils sont pas d'une puissance infinie, et c'est le genre de truc que j'aime beaucoup, et à quel point ils sont prêts à sacrifier les vies. Et c'est ça qui est intéressant, c'est à quel point l'Empire est prêt à sacrifier des vies, mais Luthien, du côté de la résistance, il fait un peu pareil. En réalité, il est prêt à sacrifier
Gorman, rappelez-vous de la semaine dernière ce qu'il a dit. Donc j'ai trouvé ça assez génial, ce sacrifice, ce parallèle qui est encore une fois dressé. Il y a plein de petits moments comme ça de personnages. On retrouve le réceptionniste à l'hôtel qui est du côté de la rébellion. Il veut aider Cassian. Il lui dit des choses par rapport à l'autre réceptionniste qui va le déclarer à la police, à la douane ou un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il a dit exactement. C'est pas très important, mais en tout cas, voilà, il y a ces trucs-là où Cassian, il y a un petit stress par rapport à lui, mais d'un autre point de vue, ils se sont compris. Et je trouve ça assez touchant, assez beau. Et c'est ça qu'on aime. C'est ces petits moments comme ça qui sont forts. Il y a un autre moment que j'aime beaucoup, c'est cette femme qui regarde du coup notre résistant qu'on a vu juste avant. Ils flirtent. D'ailleurs, ils couchent ensemble dans l'épisode d'après. C'est ça en fait. Encore une fois, ce qui est important dans l'idée de la liberté, c'est l'amour. Ce sont les émotions. C'est le fait de pouvoir vivre des choses. Et ils savent qu'ils vont sûrement mourir. Du coup, ils ont cette connexion pendant un dernier moment dans leur existence. Et c'est le genre de moments que j'aime bien dans la série qui les rendent extrêmement humains. Parce qu'il faut vivre pour l'amour, il faut vivre pour sauver ça, et c'est l'une des grandes thématiques de l'œuvre que je trouve assez fascinante. Et l'autre côté, chez nos politiciens, ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait, ils sont suivis. Ils commencent à devenir des politiciens dans un état totalitaire, sécuritaire, ils sont écoutés, ils savent plus quoi faire, même si elle est clairement respectée, on voit que les politiques respectent beaucoup Mothma, on voit qu'elle est triste, on voit qu'elle sait ce qui arrive, et elle commence à se rendre compte que peut-être elle est foutue. Et c'est ça qui est dur, c'est que même si elle a le soutien des politiques, l'État, le gouvernement, il y a un côté police secrète évidemment, commence à mettre ses mains un peu partout, dont chez les politiques, et c'est évidemment illégal, c'est compliqué, bon vous comprenez, on va en parler juste après. Et pareil chez les résistants, ils sont divisés. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, que dit l'un des dirigeants, il dit « peu importe ce que vous faites ». Faites-le. Que ce soit mettre des fleurs sur des tombes ou dans la rue, ou alors toute autre manipulation, on va dire, pour la résistance, peu importe ce que vous faites, résistez. Ne soyez pas divisés dans ce cas-là, il faut résister et... il a raison, il a compris que ça sert à rien d'être divisé sur les méthodes, les stratégies, chacun fait ce qu'il peut, c'est pas le moment, soyons unis, arrêtons de nous critiquer, il faut y aller ensemble et c'est un bon leader de ce point de vue-là et c'est cool de voir le mec, pas ici, mais celui qui parle, qui était là en mode ok, maintenant j'ai compris ce que je dois faire et j'agis. Il a été radicalisé lui aussi par l'épisode précédent où quelqu'un est mort. Bref, c'est hyper intéressant par rapport à ça et j'adore comment l'épisode se finit avec cette musique d'opéra en générique. Tu sens que ça arrive, tu sens que ça va être catastrophique et fort. Et l'enchaînement par rapport à l'épisode 8 et 9 est peut-être le plus grand enchaînement de l'histoire de Star Wars, peut-être les plus grands moments de la saga Star Wars. C'était là que j'ai compris qu'en fait, Andor, c'est la meilleure œuvre Star Wars, peut-être de tous les temps. On verra comment se finissent ces 3 épisodes de la semaine prochaine, mais là, j'ai compris. Là, j'ai compris que c'est un niveau au-dessus de tout ce qui était fait en termes de cinéma, de série, et c'est assez fort. On commence avec un plan sur Gorman et cette alarme qui résonne, et du coup, déjà le build-up. Et c'est cool de voir un plan large comme ça, parce qu'encore une fois, c'est ça qu'il faut sauver. C'est ce monde, c'est ces montagnes, ces vallées, ces bâtiments, c'est ça qu'il faut sauver, les gens qui habitent ici. Du coup, quand c'est un long plan large qui dure quelques secondes quand même, il y a un vrai build-up et on te rappelle, ok, ça, c'est important. Et l'Empire continue, je veux dire, ils disent encore une fois, il nous faut une excuse pour tuer Gorman. L'excuse, c'est qu'il y a des résistants. L'excuse, c'est que Gorman a été problématique depuis des années. C'est un plan qu'ils prévoient depuis des années et des années. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont intelligents. Ils se disent, ok, on ne peut pas juste les écraser, il faut y aller progressivement. Ça va prendre des années pour les faire tomber. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est glaçant à quel point ils sont méthodiques, ils se sont organisés par rapport à ça, et à quel point ils cherchent cette excuse qu'en fait, eux vont créer. C'est eux qui génèrent cette excuse. C'est un plan depuis le début. Et il y a plein de choses par rapport à ce build-up que j'aime beaucoup. Les fameux droïdes qui sont utilisés encore une fois comme une sorte d'arme presque nucléaire contre les résistants. Voilà, c'est une dissuasion qui est assez forte, mais qui vont pas utiliser de cette manière. Ils vont les envoyer tuer des gens. Et un truc qui m'a, moi, glacé encore une fois le sang, je trouve, c'est... on voit beaucoup l'Empire dans cette œuvre, mais on voit toujours le visage de l'Empire. Et là, j'ai trouvé que c'était très glaçant de montrer pour la première fois, entre guillemets, je sais pas si c'est la première fois exactement dans la série, mais de montrer ces Stormtroopers qui sont plus des officiers de l'Empire, qui ont été humanisés en réalité. C'est plus des nazis, là, c'est des hommes sans visage. C'est l'armée. Ils ont été complètement déshumanisés, ce sont presque des machines. Leurs émotions ont été enlevées, alors qu'on sait que c'est des humains, hein, dedans, derrière, même pas des clones, des vrais humains, entre guillemets, et c'est froid de voir ça. Vraiment, de voir cette armée arriver, parce que du coup, c'est l'armée, techniquement, je crois, les Stormtroopers, mais c'est froid de les voir comme ça, ne pas voir leur visage, et les voir tuer des gens. Et je trouve que c'est fort de voir, évidemment, ces plans où ils ferment la place, où ils préparent évidemment le massacre, hein, parce que c'est le plan, mais les voir sans visage, avec un masque, comme des machines, je trouve que c'est à la fois déshumanisant de manière assez intelligente, et je trouve que c'est assez fort, et ils attendent le débordement. Et ce truc-là, d'un coup, voir des gens qui vont juste tuer, sans émotion, sans visage,
ça montre une partie de l'Empire qui est d'après moi assez atroce, et c'est ça la force. Ici, ils ont tous leur visage à découvert, ils se montrent tous, personne ne se cache, sauf l'armée qui va tuer sans réfléchir une seule fois, juste en écoutant les ordres. Et l'Empire qui a organisé ce massacre crée une scène absolument terrifiante, et même Cyril est perturbé, au point qu'il s'oppose pour la première fois, il résiste, si je puis me permettre, pour la première fois à sa copine, il lève la voix, il agresse, il se fait d'ailleurs tacler par rapport aux promotions qu'il a acceptées, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, il a bien kiffé être sur Gorman pendant des années, et d'un coup il s'énerve, donc j'ai bien aimé à quel point il était perturbé par rapport à ça, à quel point il résiste enfin à quelqu'un qui est techniquement sa copine, et elle a envie de le sauver encore un peu. Elle dit, allez, c'est bon, on y va, on va aller sur Coruscant, on finit cette histoire, et après, c'est fini. Et je trouve ça satisfaisant à la fois et terrifiant. Vous allez voir pourquoi après, mais c'est tous ces petits moments, encore une fois, le réceptionniste qui dit « Rebellions are built on hope ». C'est ça, c'est une phrase qui revient souvent dans Rogue One, si je ne dis pas de bêtises, et dans Andor. C'est important, c'est ça qui compte. Parce que Cassian, le mec, dit « J'espère te revoir un jour ». Bah, l'espoir, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui est essentiel, et c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a plein de moments où justement ces manifestants-là, ils gueulent justement « We are the Gore », donc voilà, cette communauté, donc gormanien, je n'en sais rien en français, mais ça qui est fascinant, c'est qu'ils essayent de montrer à la galaxie entière ce qui se passe. Ils disent « The galaxy is watching ». Et c'est là qu'on arrive à cette manifestation qui est évidemment brutal, mais ça commence à chauffer sans trop de débordement. Oui, il y a des cocktails Molotov, oui, des petits cailloux qui sont envoyés à droite à gauche, comme dans des manifs, mais voilà, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de meurtre, personne meurt en théorie, c'est ça qui est fort pour l'instant, c'est qu'en théorie, c'est pacifiste, il n'y a rien de bien grave pour l'instant. Mais ces fameux CRS, du coup, voilà, c'est une série, encore une fois, très ACAB, Andorre, ça c'est vrai, ils sont sacrifiés. Et c'est ça qui va déclencher évidemment cette étincelle du massacre, un truc qui est prévu depuis le début. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'Empire sacrifie sa jeunesse pour l'Empire. C'est ça qui est déstabilisant. Normalement, la jeunesse est censée la sauver. Eux, ils la sacrifient. C'est ça la grosse différence entre l'Empire et la Résistance. La Résistance veut sauver les futures générations. L'Empire est prêt à les sacrifier. Et il y a un truc que j'ai adoré, qui m'a donné des frissons, c'est le chant. Le chant d'union patriotique et touchant. Vraiment, quand ils commencent à chanter, tu comprends l'union entre eux et tu comprends qu'en fait, ils sont prêts à tous se sacrifier, tous mourir pour leur planète, pour leur cause, parce que c'est un peuple uni. Le fait d'avoir cette chanson que tout le monde connaît, de manière très patriotique, si vous lisez les sous-titres et tout, tu comprends à quel point c'est important pour eux. Et c'est le symbole de la résistance. C'est ça qui est fort. Ils sont prêts à mourir pour leur terre, leur peuple, leur nation, si vous voulez, leur planète. Dans ce cas-là, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Vraiment, les frissons, c'est le terme. Et à partir de là, tu sais que ça va partir, si je peux me permettre, en couille. Voilà, ça va être assez affreux. L'étincelle est allumée par l'Empire. C'est un coup monté depuis le début, comme c'était prévu. Les manifestants sont tués un par un, mais ils résistent. Ils essayent. Face à ça, ils résistent. D'ailleurs, j'aime beaucoup ces moments-là où tu vois l'armée face à des objets, que ce soit des drapeaux, des choses comme ça. C'est le symbole, encore une fois. Il y a plein de moments cool par rapport à ça. Il y a plein de passages par rapport aux personnages qui meurent, que tu connaissais ou pas. D'ailleurs, parce qu'en fait, c'est ça. C'est la peur qui est montrée, mais aussi le courage. Et c'est une super séquence d'action. T'es jamais perdu dans l'environnement, c'est violent, c'est émouvant. Le fait que ce soit une place en cercle, c'est génial pour te repérer. T'as les colonnes, en termes de mise en scène, c'est d'une réussite assez dingue, rien à dire. C'est bluffant, c'est bien rythmé, c'est difficile à regarder, il y a plein d'intrigues de plein de personnages, tu te perds jamais dans ce qui se passe narrativement, dans la géographie. C'est assez fort, t'as ces moments de bravoure, de sacrifice, même des petites personnes, entre guillemets, qui sont même pas là dans la manifestation, qui se sacrifient justement. Il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment forts. Ces moments où tu vois des gens mourir et l'Empire qui regarde et qui s'en fout. Ils réagissent même pas. Ils disent ouais, bon voilà, qu'est-ce qui se passe? On s'en fout. Ils sont tellement froids et c'est ça qui est fort et difficile. Et du coup, l'épisode n'oublie même pas, dans ce bordel, on va dire, cette manifestation, les conflits entre les personnages, leurs arcs narratifs, comment ils réagissent à ce qui se passe. Et c'est ça qui est fort aussi, je trouve, et encore une fois, très touchant. Et évidemment, ça se passait plutôt bien, entre guillemets. Tu vois, tu pensais qu'ils avaient une chance de gagner, il y avait une vraie résistance qui était mise là. Tu dis, ok, peut-être ils vont y arriver. Les droïdes arrivent, changent complètement la donne. Ils sont assez terrifiants, il y a un côté très Terminator à la chose qui fait mal et qui tue tout le monde et c'est vraiment la fin. Les effets spéciaux sont encore une fois très bien faits. T'es dans un moment fatidique pour la cause et c'est dur à quel point tu vois ça. Et Cyril, ça qui est fort, c'est que c'est le méchant depuis le début, entre guillemets. C'est l'un des méchants. Il a cette réaction où c'est peut-être le seul de l'Empire
qui se rend compte de ce qu'il fait. Qui se rend compte, au fait, ça, c'est sa faute aussi. Et c'est le seul à culpabiliser ici. C'est le seul qui est vraiment perdu, qui est contraint presque d'accepter ce qui se passe. Et j'aime beaucoup ça. Parce que tu as un peu d'empathie, de compassion pour ce nazi, en fait. C'est ça la vérité. Tu le comprends un petit peu. Et en fait, dans son dernier moment de vie, il a compris qu'il avait tort. Et bien sûr qu'il n'aura pas de rédemption. Évidemment, il meurt juste après. Mais c'est bien qu'il soit parti en ayant compris son erreur. Et il y a un truc presque poétique par rapport à ça que je trouve assez bien. Il y a d'ailleurs un plan qui est symbolique ici entre la caméra qui suivait Cassian qui passe justement ensuite à Cyril. C'est tout le symbole, encore une fois. Hein, c'est ça qui est fort. Et du coup, leur confrontation est assez bien. Parce que tu comprends la confrontation, tu comprends pourquoi il a lieu, et les personnels. Cassian voulait tuer sa copine, lui, là, il est complètement brisé émotionnellement, il sait pas quoi faire, et il se raccroche au truc qu'il a toujours accroché, la manipulation affective. Il attaque du coup Cassian, il sait même pas qu'il attaque en réalité, il a vu quelqu'un tirer sur sa copine, il était perdu, il y avait cette rage en lui, je pense qu'il a vraiment extériorisé sur Cassian, en plus de l'amour qu'il avait pour Dedra, il se sent trahi, mais en même temps, il sait pas quoi faire, tu vois, il est encore bloqué dans le fait de suivre des ordres, et il est là, et du coup il n'a pas le choix. C'est naturel presque pour lui, il attaque, et j'ai trouvé ça vraiment fort, vraiment touchant pour le coup, et il y a plein de moments comme ça que j'ai adoré, surtout les derniers mots que du coup Cyril a entendus, c'est Cassian qui demande « Who are you ?» Et ça, c'est exactement tout l'arc de Cyril. Il ne sait pas qui il est. À ce stade, il meurt en ne sachant pas qui il est réellement, et en ayant compris qu'il a échoué, qu'il a perdu, et il est mort d'une manière très tragique, que j'ai trouvé aussi un peu touchante, même si c'est techniquement le méchant. J'ai bien aimé ce moment-là, et il se fait tuer évidemment par l'un des leaders de la résistance de Gorman, donc c'est tout un symbole encore une fois. Et Dedra a compris un peu ce qu'elle a fait, elle a compris comment elle a perdu son amour. C'est intéressant, je trouve que c'est fort. Elle a peut-être enfin réalisé ce qui se passe, et ça c'est intéressant de voir justement les gens qui font des atrocités, mais qui sont déconnectés de ces atrocités au final, un petit peu, qui réalisent au fur et à mesure ce qui se passe. Et il y a plein de moments comme ça, qui sont très beaux aussi du côté de la résistance, avec Cassian qui dit à son ami, n'y va pas, ne va pas chercher la femme du coup avec laquelle il a flirté avant, si je dis pas de bêtises, n'y va pas, tu vas te faire tuer, reste là. Mais il comprend, parce que Cassian aurait fait la même chose pour Bix, ou n'importe quelle autre personne qu'il aime, même s'ils doivent affronter des Terminators. Il comprend et il y va et c'est assez fort. Mais j'avoue que la fin, moi j'ai chialé. Voilà, comme Cassian, parce que Gorman est en train de demander de l'aide. De l'autre côté, tu as la manipulation des médias qui est en train de dire non, en fait c'est des terroristes et tout. Et là, tu réalises ce qui vient de se passer. Tu réalises que le génocide a eu lieu. Ils ont massacré ces gens-là. Et là, c'est fini. Ils viennent d'éteindre la résistance sur Gorman. Ces gens sont morts, comme avait fait Grand Moff Tarkin il y a quelques années. Ils ont recommencé la même chose. Et bah, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Non mais c'est ça la réalité. Ils n'étaient pas rebellés à l'époque, quand il y avait Grand Moff Tarkin, ils ont commencé au fur et à mesure. Là, ils se sont de nouveau fait écraser, ils n'ont plus d'espoir. Gorman est terminé, c'est fini. Et lui, il le comprend. Il le comprend, il a assisté au génocide, il a tout vu. C'est hyper émouvant. Le fait de se dire que des gens sont morts pour leur nation, leur pays, contre cet empire, ce fascisme, cette dictature, et ça a servi à rien, au final. C'est hyper dramatique. En tout cas, c'est comme ça qu'eux le voient. Hein. Ils sont morts pour rien. Parce qu'à ce stade-là, ils ne savent pas si, du coup, le reste de la galaxie va répondre, va aider. Nous, on comprend du coup que Gorman sera essentiel pour motiver le reste de la galaxie. Mais à ce stade-là, Cassian, il a, j'ai l'impression, aussi perdu espoir. C'est pour ça qu'après, il demande de quitter la résistance. Mais j'ai trouvé que c'est un épisode génial. Moi, j'avais les larmes aux yeux. J'étais vraiment comme lui parce que tu dis, ok, on vient de vivre un truc qui est hyper dramatique. Et ça, dans Star Wars, montrer cette masse se faire décimer en ayant genre 8 épisodes avant où ils ont été développés, on a expliqué leur motivation, qui ils sont, se faire écraser comme ça sur un coup monté, c'est hyper tragique. D'ailleurs, le scénariste de cet arc narratif, c'est Dan Gilroy, le frère de Tony Gilroy. Dan Gilroy, c'est le réalisateur de films comme Nightcrawler avec Jake Gyllenhaal, que vous aimez beaucoup, ça je le sais. Donc voir cet épisode-là était glaçant, c'est peut-être le meilleur épisode de la série. C'est fort, vraiment c'est fort, c'est touchant, rien à dire, c'était un grand épisode et tu te dis ok là ils vont rebaisser un peu la tension et tout. Non, l'épisode d'après est grave bien, mais grave stressant aussi. C'était pour m'abattre de commencer du coup le générique avec la chanson des manifestants. Non mais je vous jure, c'est abusé de faire ça, ça devrait être illégal. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là ils vont prendre le parti pris plus politique de la chose. Encore une fois, là les politiques commencent à être censurés, emprisonnés, attaqués, que ce soit d'une manière physique ou dans la presse, les médias, il y a les puces, voilà, chez eux, dans leur bureau,
tout ça, à qui peux-tu faire confiance? C'est ça la question que se pose du coup Mon Mothma et Bail Organa. Ils sont complètement perdus. Et en fait, ce qui est fort, c'est qu'elle prépare un speech. Et elle sait que ce speech-là va finir sa carrière, voire sa vie. Donc le speech est hyper important et elle se prépare vraiment parce qu'elle sait qu'elle va potentiellement mourir juste après. Donc forcément, elle est stressée. Elle panique de ouf, mais elle sait, vu qu'il est respecté, vu que les gens l'aiment beaucoup, elle doit le dire et quelqu'un doit avoir le courage de le dire. Quelqu'un d'important. Si c'est pas elle, peut-être personne va le faire. Donc c'est un énorme acte d'héroïsme et c'est une énorme tension entre ces deux-là parce que lui, il préfère rester, quitte à se faire emprisonner, tuer. Elle sait pas ce qu'elle veut faire, pour le coup. Elle est vraiment coincée physiquement, psychologiquement. Est-ce que je reste, je me fais emprisonner, je deviens un symbole? Est-ce que je m'en vais lead, on va dire, la rébellion? Et c'est pas quoi faire. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase de Bail Organa qui lui dit tear the shit out of this place. À chaque fois qu'ils disent des gros mots dans Star Wars, dans Andor, surtout parce que Star Wars, non, c'est toujours bien. Ils sont toujours très très forts. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est fort, c'est ça qui est touchant, d'après moi. Et il y a tout un débat parce que Luthen ne veut pas que Mon Mothma soit emprisonnée. Il veut l'envoyer à Yavin pour qu'elle soit l'une des dirigeantes de la rébellion. Et en fait, elle a plus peur, elle le dit, hein, de lui que de l'Empire. Pour vous dire à quel point c'est une figure sombre, problématique, dangereuse. Et du coup, elle ne sait pas quoi faire parce qu'elle est à la fois potentiellement trahie, elle est espionnée, elle est en danger. Il y a un gros tournant majeur dans sa vie et elle est divisée entre plusieurs choses à faire. Elle ne sait pas quoi faire. Il y a plein de parties différentes qui essaient de la motiver. Viens avec moi, fais ça, tac, tac. C'est chaud. Pour elle, c'est vraiment chaud. Elle ne sait pas quoi faire, c'est compliqué et c'est assez touchant de voir ça, de penser qu'elle va faire un choix décisif. Et tous ces gens-là, Luthen, encore une fois, il est là pas pour ses intérêts que personnels, mais pour la rébellion. Il est prêt à tout sacrifier pour, et il pense qu'elle devrait rester en vie, aller sur Yavin. Et c'est ça qui est, d'après moi, symbolique aussi de ce qui se passe, c'est que Cassian rentre au Parlement, ou au Sénat si on veut être plus précis, avec une sorte de fausse accréditation de journaliste. Et encore une fois, c'est ce qu'on explique. Les journalistes ne font que mentir. Il y a une grosse manipulation d'État, la presse est contrôlée et c'est le symbole, parce que si lui peut rentrer dedans, il peut faire un travail journalistique et c'est encore une fois des méthodes de l'Empire, mais pour la résistance, donc c'est le symbole des mensonges, l'attaque de la vérité via la presse, via les médias, et c'est aussi stressant parce que tu sais que lui doit escorter Mothma, lui doit la sauver après le speech, il y a un gros build-up par rapport à ça, parce qu'ils veulent couper le speech de Mon Mothma, il y a plein de gens qui se battent pour garder le speech en live, entre guillemets, parce qu'en fait, dans la Constitution, apparemment, ce qu'ils expliquent, il y a un truc où elle a le droit de faire ce speech, mais l'Empire ne le veut pas. Parce que l'Empire a peur d'elle aussi. C'est ça qui est fort. Ils n'ont pas besoin de cette étincelle de la résistance, et c'est ça qui va être vraiment fascinant, je trouve. L'acting est super de tous les acteurs de manière générale dans la série. Je pense qu'ils vont être nommés à des Emmy Awards et tout, et ils le méritent. Et c'est là qu'arrive le fameux speech, et tu dis, ok, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qui va se passer? Elle commence par un truc qui est logique, qui est évident, par rapport à la presse, par rapport à la vérité. Et elle dit que la mort de la vérité est la chose la plus dangereuse par rapport à ce régime autoritaire. Il faut une sorte de vérité objective, sinon c'est fini, c'est le plus fort qui gagne. C'est la vérité. Dans notre vraie vie à nous, c'est la vérité. Et on le voit de plus en plus avec les fausses informations, la montée des extrêmes dans le monde entier, en France, en Europe, l'extrême droite qui prend de plus en plus de puissance et de force grâce aux mensonges, grâce à la haine, grâce à la manipulation. Et ça, elle le dit. C'est cette extrême droite fasciste, autoritaire, qui ne fait que mentir pour gagner. Et plus ils vont mentir, plus ils vont gagner, et plus ils vont devenir une machine qui ne sera plus du tout destructible, et ça va causer énormément de problèmes. Et tu dis, ok, c'est un speech intéressant, fort, ça va s'arrêter là. Non, ensuite elle dit, ce n'est pas possible, il y a eu un génocide, et c'est la faute de Palpatine. Alors là, c'est courageux, disons les choses. Aujourd'hui, dire qu'il y a des génocides dans le monde, c'est courageux, mais on n'est pas dans une sorte de galaxie sous un empire. Mais elle, dans un empire, et elle dit que c'est la faute de l'empereur parce qu'il a commis un génocide, ce qui est vrai. Ils ont commis un génocide, ils ont tué les gens de Gorman, les Gormans, on va dire. Elle a raison. Donc là, c'est un suicide, littéralement. Elle a accusé l'empereur, et en plus de ça, elle vient de dire le mot que personne n'osait dire. Malheureusement, c'est encore une fois trop d'actualité. Mais mettez-vous à sa place. Donc elle a un speech où elle se dit « Ok, je l'ai fait, je vais mourir. C'est fini, je vais mourir. » Et les gens en attendent beaucoup trop d'elle après. Ils se disent « Ok, elle, faut la sauver. » Ou la tuer d'ailleurs, ça dépend en qui.
Et il faut qu'elle continue. Il faut qu'elle continue d'inspirer, motiver les gens. La séquence après est d'un véritable stress, une vraie tension. À qui peut-elle faire confiance? Elle ne sait pas, elle ne connaît pas Cassian. Il y a plein de gens qui peuvent la trahir, qui peuvent la tuer. Le monde se referme sur eux. Et encore une fois, le symbole de la police et l'armée dans le Sénat. Vous vous rendez compte de ça? Le Sénat qui est attaqué par l'armée, c'est une dictature. Qui est pris en otage par l'armée, c'est une dictature. Il y a un assassinat politique qui est tenté. Il y a plein de choses qui sont assez intéressantes, comme justement Cassian qui va tuer froidement quelqu'un. Et tu dis, ok, bah, on dirait un truc de l'Empire. T'as tué un mec qui certes était un agent infiltré, mais c'était tellement froid, tellement violent. En plus, il a menti, il était en mode oh, coucou et tout, et il le tue. Je trouve que c'est fort, et ça montre encore une fois comment ces résistants sont aussi de plus en plus déshumanisés. Ils se déshumanisent eux-mêmes en faisant des choses atroces comme ça. Et je trouve ça hyper fort, hyper touchant. Et c'est ça que j'aime beaucoup, justement. Et il y a ce long plan sur eux qui quittent ce fameux Sénat. Et ben en fait, c'est la fin de la démocratie pour eux. De manière générale pour eux, parce qu'ils quittent le Sénat pour toujours. Surtout elle qui était une femme politique. Mais c'est un peu la fin de la démocratie, encore une fois, dans cet univers. Et ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup, encore une fois, ils n'oublient pas les personnages. Et ce qui tracasse Cassian, c'est le choix. Il a l'impression qu'il fait aucun choix pour lui-même. Il a l'impression qu'en fait, on l'oblige à être dans la résistance. C'est un truc qui est imposé. Et Luthen lui dit presque ça. Lui dit, bah en fait, regarde, quand est-ce que tu as refusé une mission? Quand est-ce que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit? Il y a plein de moments comme ça où au fait, il est manipulé et il se sent manipulé. Il se dit, j'ai envie de faire mes propres choix, j'ai envie de partir. Il veut quitter la résistance. Et forcément, Bix n'est pas du tout d'accord. Bix est à l'opposé. Et ça que je trouve fort, c'est que leur relation est cassée à cause d'une différence idéologique qui est plus émotionnelle qu'autre chose. Parce qu'en fait, Bix sait très bien que si Cassian est avec elle, il sera toujours dans la résistance. Mais Bix veut que Cassian soit dans la résistance parce qu'il le souhaite et il le veut. Et sinon, elle pense que c'est pas bon de manière générale et elle veut pas être avec quelqu'un comme ça parce qu'elle est dedans et elle n'a pas envie de forcer Cassian à être avec elle et dans la résistance parce qu'ils s'aiment et tout. Contrairement à Luthen, elle n'a pas envie de manipuler émotionnellement Cassian. Elle a envie d'être aimée pour qui elle est et pas forcer son homme à faire quelque chose qu'elle veut pas. Et elle sait qu'elle va pas quitter la résistance. Et elle n'a pas envie d'obliger Cassian à rester là. Mais elle sait aussi que si elle s'en va, Cassian fera le bon choix. Et je trouve ça vraiment touchant. C'est beau, la séquence vidéo est géniale. Leur dernier moment ensemble est super touchant. Elle va revenir, elle dit, on sait très bien hein, ce qui va se passer, j'imagine. Malheureusement, j'espère qu'on va plus la revoir. Tu sais, qu'elle vive heureuse quelque part. J'en sais rien, mais je pense qu'elle va y passer, malheureusement. Et en fait, elle a raison. Elle a raison parce qu'elle libère Cassian. Et Cassian, en fait, prend ses responsabilités. Il y a cette phrase juste après qu'il ait perdu Bix. Il y a quelqu'un qui vient le voir et dit « Captain Andor ». T'es en mode « Ok ». Là, il va l'accepter. Et on dirait la fin de la série. En fait, t'arrêtes la série là. C'est bon, c'est parfait pour Rogue One. T'enchaînes la saga, nickel. Parce que là, il a assumé qui il est. Il a perdu tout, entre guillemets, tout ce qu'il aimait. Mais il comprend que c'était pour la bonne cause. Parce qu'il comprend que l'amour pour elle n'était pas l'amour de la résistance. Et là, il accepte la cause. Donc, c'est un sacrifice qu'elle a fait pour lui, entre guillemets, pour son bien, et surtout pour le bien de la résistance. Donc, ils ont sacrifié leur couple pour quelque chose de, je trouve, assez beau, assez fort. C'est assez touchant. Ils auraient pu arrêter là. Tu dis, ok, 9 épisodes, incroyable. Il reste 3 épisodes. Je sais pas dans quelle direction ça va aller. Mais il continue avec une scène. Le robot, encore une fois, il y a une sorte de phrase par rapport au robot qui a été programmé et au fait, il faut modifier et tout. Ça parle d'humain. Ça parle d'humains, de résistants, d'empire. Voilà, c'est toute une allégorie qu'ils ont par rapport à ça dans cette scène-là qui est, encore une fois, assez géniale. Donc, je ne sais pas comment la série va avancer. Je ne sais pas dans quelle direction vont aller les 3 prochains épisodes. Qu'est-ce que ça va raconter? Je n'en sais rien, mais ça va être glorieux. Je ne pense pas que ça va être aussi intense que cet arc-là, parce que c'était quand même assez chaud. Mais je pense qu'en termes de développement de personnages, de teasing pour Rogue One, normalement, les 3 épisodes de la semaine prochaine, ce sera des épisodes juste avant Rogue One. Théoriquement, Rogue One commence à la fin du 12e épisode de Andor, donc j'ai très hâte de voir ça. Très curieux parce que c'était 3 épisodes exceptionnels, pour moi, rien à dire. Assez parfait dans tout ce qu'ils ont fait là, en termes de développement, d'intrigue, de personnages. C'est génial. Donc, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Andor. Avez-vous adoré, détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram, Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.